Imaginez un instant, demain l'Ukraine privée de sa jeunesse, la Pologne quittant brusquement l'Union européenne et la Russie dictant ses règles au reste du monde. Cela vous semble irréaliste? Pourtant, à l'Est, les signaux s'accumulent, augurant un basculement que personne n'ose envisager. Chaque jour, de nouveaux éléments s'ajoutent à ce tableau déjà inquiétant, rappelant les heures les plus sombres de l'histoire européenne où des bouleversements soudains redessinaient la carte du continent du jour au lendemain. En Ukraine, la crise démographique atteint un seuil alarmant. En moins de 3 années, près de 200 000 enfants d'âge préscolaire ont disparu. Les crèches ferment par centaines, laissant des villages entiers sans éclat de voix enfantine. Dans la région de Tchernihiv, par exemple, sur une trentaine de communes, plus de la moitié des établissements pour la petite enfance ont baissé le rideau. Certaines écoles, construites il y a à peine 5 ans, avec des salles lumineuses et des équipements flambant neufs, restent désespérément vides. La société ukrainienne subit là l'un de ses plus profonds bouleversements depuis l'indépendance, comparable à l'exode massif des années 90, mais avec des conséquences encore plus lourdes sur l'avenir national. Prenons un parallèle historique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays européens ont dû faire face à une pénurie de naissances et à une jeunesse décimée. L'Allemagne de l'Est, par exemple, a perdu un tiers de sa population jeune en une décennie. Aujourd'hui, l'Ukraine vit une hémorragie similaire, mais accélérée par la guerre, l'exode et l'incertitude. Les familles hésitent à donner la vie dans un pays où chaque jour apporte son lot de dangers et de séparations. En parallèle, la Pologne mobilise 10 000 soldats, lançant une opération d'ampleur pour sécuriser son territoire. Les frontières orientales se hérissent de militaires. La vigilance règne après une série d'attaques attribuées à des saboteurs venus de l'extérieur. Un cas récent a frappé les esprits. Une explosion sur une ligne de chemin de fer reliant Varsovie à Lublin, attribuée à 2 ressortissants ukrainiens soupçonnés de collusion avec la Russie. Toute la région s'est retrouvée en état d'alerte maximale. L'atmosphère n'est plus à la détente, mais à la crispation et à l'anticipation d'une crise, comme lors des tensions frontalières entre la Grèce et la Turquie en 2015, lorsque des mouvements massifs de population faisaient craindre un débordement sécuritaire. Sur le front diplomatique, la pression internationale s'intensifie. Les grandes puissances occidentales tentent de forcer l'Ukraine à accepter un plan de paix qui ressemble à une capitulation. Reconnaissance de la perte du Donbass et de la Crimée, réduction drastique de l'armée, création d'une zone démilitarisée. Kiev est acculé, enfermé entre la menace d'une guerre sans fin et la perspective d'une paix imposée. Ce scénario rappelle le traité de Munich de 1938, où la Tchécoslovaquie fut contrainte de céder des territoires sous la pression internationale, pour un apaisement qui ne fit qu'ouvrir la voie à de nouveaux conflits. Dans le même temps, une onde de choc politique secoue la Pologne. Des voix influentes évoquent, pour la première fois de façon décomplexée, une sortie fracassante de l'Union européenne. Après le Brexit, l'idée d'un Polexit ne relève plus du simple fantasme. Une Europe fracturée par l'Est devient plausible. L'opinion publique polonaise, autrefois largement pro-européenne, oscille désormais entre inquiétude et défiance sur fond de débats télévisés houleux et de manifestations concurrentes à Varsovie et Cracovie. La guerre ne se joue plus seulement sur le terrain ou dans les chancelleries. Dans l'ombre, la Russie mène une offensive numérique, impose ses plateformes et rêve de remplacer YouTube par des alternatives nationales. La liberté d'expression et l'accès à l'information sont désormais en ligne de mire. Ce phénomène a déjà été observé en Chine, avec l'émergence de Baidu et Youku en lieu et place de Google et YouTube, coupant ainsi la société de la majorité des contenus extérieurs. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'être pris de court par des bouleversements qui pourraient redéfinir la sécurité, l'économie et la liberté de toute la région. Pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, le spectre d'un rideau de fer numérique et politique semble se profiler à l'Est, menaçant de diviser à nouveau le continent. Mais comment ces crises, en apparence isolées, s'entrelacent-elles pour forger un nouveau rapport de force à l'Est de l'Europe ? Pour le comprendre, il faut sonder les racines profondes de chaque tension et examiner comment elles s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux inquiétant. Plongeons dans la crise démographique ukrainienne, symptôme et accélérateur d'un chaos plus vaste, car derrière la chute des naissances, c'est tout l'équilibre du pays qui vacille. En 1950, l'Ukraine était l'un des pays les plus jeunes d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, la moyenne d'âge ne cesse d'augmenter, et les pyramides des âges ressemblent de plus en plus à celles du Japon ou de l'Italie, mais sans la prospérité économique pour compenser. Pourquoi les crèches ukrainiennes se vident-elles alors que la Pologne se barricade et que l'Europe retient son souffle ?
À l'est, un bouleversement silencieux mais colossal s'opère. La démographie ukrainienne s'effondre, frappée de plein fouet par la guerre et l'exode. En quelques années, le nombre de jeunes enfants, de 0 à 6 ans, s'est effondré, précipitant un choc sans précédent. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, il y a aujourd'hui moins de 600 000 enfants dans la tranche de 0 à 3 ans, contre plus de 800 000 il y a 5 ans seulement. La peur, l'incertitude, la fuite et la destruction désorganisent les familles. Partout, la natalité chute. Les crèches ferment ou accueillent à peine une poignée d'enfants. Même à Kiev, où les listes d'attente étaient autrefois interminables, il y a désormais assez de place pour tous. Un phénomène inédit depuis l'indépendance du pays. Dans de nombreuses petites villes, des crèches flambant neuves peinent à remplir la moindre classe. À Lvav, par exemple, une crèche construite grâce à une subvention européenne reste à moitié vide. Les éducateurs, souvent des femmes d'âge mûr, peinent à trouver une relève parmi la jeune génération, qui préfère tenter sa chance en Pologne ou en Allemagne. Le ministère de l'Éducation assiste, impuissant, à la chute vertigineuse du réseau d'accueil de la petite enfance. Les éducateurs partent, les jeunes ne prennent plus la relève, la pénurie de main-d'œuvre devient critique. Mais derrière le drame humain se cache une menace plus vaste. Moins d'enfants, c'est moins de futurs travailleurs, moins de soldats, moins de force et de créativité pour reconstruire un pays meurtri. Les économistes préviennent, si la tendance se poursuit, l'Ukraine pourrait perdre jusqu'à un cinquième de sa population active d'ici 2 décennies. Si la courbe continue de plonger, c'est tout le système éducatif, l'économie, l'armée et le tissu social ukrainien qui risquent de s'effondrer. L'avenir de la nation se joue en silence dans ces salles de classe désertées. On se souvient que le Japon, confronté à une crise similaire dans les années 2000, a dû recourir à l'automatisation massive et à la robotisation pour pallier le manque de main-d'œuvre. Mais l'Ukraine n'a ni les moyens, ni l'infrastructure technologique pour suivre ce chemin. À l'ouest, la Pologne, elle, se prépare au pire. Varsovie vient de déployer des milliers de soldats à sa frontière orientale, craignant des actes de sabotage. L'ombre de la guerre et des infiltrations plane, après plusieurs incidents liés à des groupes russo-ukrainiens. Un sentiment d'insécurité inédite traverse la société polonaise. Le gouvernement multiplie les mesures d'alerte, les patrouilles, et appelle la population à signaler la moindre menace. Personne ne veut être pris au dépourvu, comme ce fut le cas lors de l'invasion de la Crimée en 2014, où l'Occident fut accusé de naïveté. L'Europe, elle, observe, partagée entre fermeté militaire et espoir diplomatique. Chaque décision prise à Kiev, Varsovie ou Bruxelles pourrait faire basculer l'équilibre régional, suspendu à un fil. Comme lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, où chaque mouvement pouvait déclencher le pire, l'incertitude domine et la prudence s'impose. À l'est, le crash démographique. À l'ouest, la militarisation. Partout, la peur de l'inconnu. Si ces lignes de faille cèdent, c'est l'avenir de l'Europe orientale qui vacille. On se rappelle des Balkans dans les années 90, où des crises multiples ont soudain convergé pour plonger toute la région dans le chaos. Mais la crise ne s'arrête pas là. Dans l'ombre de ces bouleversements, une pression internationale inédite s'exerce sur Kiev. Les discussions à huis clos se multiplient, et chaque jour, des rumeurs de concessions imposées circulent dans les médias internationaux. Et si, pour survivre, l'Ukraine devait accepter la disparition de ses terres et de son influence, cette question jugée impensable il y a encore quelques mois s'impose désormais avec une froideur implacable sur la table des négociations mondiales. Comme au temps des traités du XIXe siècle, où de grandes puissances découpaient l'Europe selon leurs intérêts, Kiev subit la pression de forces extérieures. Washington presse Kiev d'accepter un plan de paix qui consacrerait la perte du Donbass et de la Crimée. Ce projet imposerait aussi une réduction drastique de l'armée ukrainienne et obligerait le pays à reconnaître le russe comme langue d'État. Pour beaucoup, ce marché ressemble à une capitulation déguisée sous le masque de la paix. L'opinion publique ukrainienne, selon de récents sondages, rejette à 90% toute concession territoriale, preuve que la fracture entre gouvernants et gouvernés se creuse chaque jour. À Kiev, la colère gronde. Les élus et les citoyens se sentent trahis, abandonnés par leurs alliés. Entériner la domination russe sur ces régions, tout en affaiblissant l'armée, déclenche une vague d'indignation et de désespoir à travers le pays. Des manifestations émergent spontanément devant le Parlement, tandis que des anciens combattants rappellent le sacrifice de leurs camarades tombés au front. Dans les rues, le débat fait rage. Certains, usés par des années de guerre, envisagent la paix comme un moindre mal, quitte à renoncer à une partie du territoire. D'autres rejettent tout compromis, rappelant le prix déjà payé en vie et en sacrifice.
Cette division rappelle celle de la France en 1940, entre partisans de l'armistice et résistants. L'Europe, elle, affiche un front uni en façade. Les déclarations officielles promettent un soutien indéfectible à l'Ukraine. Mais en coulisses, l'impuissance domine. Les capitales européennes craignent une escalade militaire, conscientes qu'elles ne peuvent imposer leur volonté à Moscou. Plusieurs diplomates anonymes reconnaissent que la peur d'un conflit généralisé paralyse les initiatives, comme ce fut le cas lors des interventions limitées dans les Balkans. La Russie, forte de ses succès, fixe les règles du jeu. Elle se présente en vainqueur, et surtout en arbitre des nouvelles frontières de l'Europe orientale. Chaque concession arrachée à l'Ukraine devient un précédent que le Kremlin pourra utiliser face à d'autres voisins inquiets. Les analystes évoquent déjà le risque pour la Moldavie, la Géorgie, voire les États baltes, qui craignent d'être les prochains sur la liste. Ce scénario dépasse l'Ukraine. Quelles conséquences pour Taïwan, la Moldavie, la Géorgie ? Chaque recul accepté par Kiev envoie le signal qu'une agression armée peut suffire à redessiner la carte du monde. Rappelons que l'annexion de la Crimée en 2014 n'a été suivie d'aucune réaction militaire internationale majeure, un précédent qui a encouragé d'autres puissances à tester les limites du système international. Le dilemme est tragique. Céder, c'est sacrifier la souveraineté, la fierté nationale et la sécurité de toute la région. Refuser, c'est risquer une guerre interminable, dont l'issue est chaque jour plus incertaine. Les familles ukrainiennes, déchirées, hésitent entre rester ou partir, entre défendre l'avenir ou protéger l'instant présent. Pris au piège, les voisins de l'Ukraine observent et s'adaptent. Déjà, certains préparent leur temps des réponses radicales, prêts à bouleverser l'ordre politique du continent. Par exemple, la Lituanie a récemment renforcé ses alliances militaires, tandis que la Slovaquie diversifie son approvisionnement énergétique pour pallier une éventuelle coupure russe. Mais cette pression sur l'Ukraine n'est qu'un des fronts. En Pologne, l'inquiétude monte face aux provocations russes. La tension s'étend, menaçant d'embraser toute la région. Les réseaux sociaux polonais bruissent de rumeurs sur des infiltrations, et les ventes de générateurs électriques explosent, signe d'une population en alerte. Et si la Pologne claquait la porte de l'Union européenne et que l'Internet devenait le nouveau champ de bataille d'une guerre de l'information, ce scénario, autrefois inimaginable, semble désormais à portée de main. À Varsovie, le débat sur l'appartenance à l'Europe s'envenime. L'euroscepticisme grimpe et le président est accusé de manœuvrer secrètement pour un Polexit inédit. Dans les cafés et les universités, les discussions sur l'avenir du pays se multiplient, rappelant les débats en Grande-Bretagne avant le référendum du Brexit. La rhétorique souverainiste s'intensifie, chaque jour un peu plus. Les discours politiques résonnent comme aux premières heures du Brexit britannique. Peur obsédante de la perte d'identité, dénonciation d'une Europe perçue comme tentaculaire et défense enragée de la souveraineté nationale. Cette tension omniprésente, portée par les médias, fragilise la cohésion du pays et sème le doute au sein de la société. Des mouvements citoyens comme Polska dla Polaków, la Pologne aux Polonais, gagnent en popularité, tandis que d'autres, pro-européens, organisent des contre-manifestations. À l'Est, la Russie accélère sa révolution numérique. Moscou bannit YouTube, verrouille les plateformes étrangères et investit des milliards dans des alternatives nationales. L'objectif, contrôler l'information, isoler la société civile et rendre toute influence extérieure quasiment impossible. Ce verrouillage rappelle l'expérience iranienne, où l'accès à Internet est régulièrement filtré pour éviter toute contestation. Pour les citoyens, les conséquences sont vertigineuses. Du jour au lendemain, l'accès aux informations mondiales pourrait s'évaporer. Les réseaux sociaux étrangers disparaîtraient, remplacés par des versions nationales, surveillées et censurées. Cette fermeture alimente le repli sur soi, la montée du nationalisme, et coupe la société des courants européens qui dominaient depuis plus de 30 ans. Les jeunes, qui jusque-là voyageaient virtuellement en Europe et en Amérique, se retrouvent soudain pris au piège d'un espace numérique restreint. L'Union européenne vacille. Face à la menace d'un Polexit, chaque État membre défend fébrilement ses propres intérêts. La solidarité s'effrite, les tensions s'exacerbent, et l'idéal d'une Europe unie paraît s'évaporer à vue d'œil. On se rappelle que l'éclatement de l'Union d'Europe occidentale dans les années 50 a précédé la naissance de la communauté européenne. Aujourd'hui, le risque est celui d'une marche arrière. En réalité, une sortie de la Pologne ou l'apparition de fractures numériques ne menaceraient pas seulement l'économie. Ce sont la liberté d'expression, l'avenir de toute une génération, et la voix même de l'Europe sur la scène mondiale qui pourrait s'effondrer.
Les entreprises technologiques européennes, déjà fragilisées par la concurrence américaine et chinoise, risqueraient enfin de perdre un marché stratégique. Les étudiants polonais, qui bénéficient massivement du programme Erasmus, pourraient n'avoir leurs horizons se refermer. Mais ces bouleversements ne sont qu'une facette d'une crise plus large. À l'Est, l'Ukraine affronte, elle aussi, une réalité inédite et périlleuse. Les ONG locales, souvent soutenues par des fonds européens, peinent à poursuivre leur mission faute de moyens et de volontaires. Face aux bouleversements qui frappent l'Est de l'Europe, rester spectateur revient à céder notre avenir à d'autres. Pourtant, des leviers concrets existent pour agir individuellement comme collectivement et ainsi façonner le cours de l'histoire. Plusieurs scénarios d'action se dessinent, inspirés par des expériences passées dans d'autres régions en crise. Premier pilier, soutenir la société civile. L'engagement local, même en période d'incertitude, constitue un rempart solide. Cela implique une vigilance citoyenne sur l'éducation, essentielle pour freiner la crise démographique, ainsi que des initiatives pour encourager la natalité, garantir l'avenir des enfants et maintenir les écoles et crèches ouvertes. Par exemple, en Lettonie, des campagnes de soutien à la parentalité ont permis de ralentir la baisse de la natalité en une décennie. En Ukraine, des groupes de parents s'organisent déjà pour créer des micro-crèches, même en zone rurale. Deuxième clé, s'informer avec discernement. Les tentatives de manipulation de l'opinion se multipliant. Il devient crucial de croiser les sources, de refuser les discours simplistes et de s'entraider pour décoder les véritables enjeux, loin de la propagande et des effets de manche. Un exemple concret, des ateliers de vérification de l'information organisés dans des universités polonaises permettent aux jeunes de détecter les fake news et de partager leurs compétences avec leurs familles. Troisième levier, briser l'isolement. Les sociétés civiles ont tout à gagner à échanger au-delà des frontières, à partager leurs expériences et à bâtir de nouveaux réseaux de solidarité. L'isolement, au contraire, nourrit les logiques de confrontation et de bloc contre bloc. Au lendemain de la guerre froide, les jumelages entre villes polonaises et allemandes ont favorisé la réconciliation. Aujourd'hui, il est temps de réinventer ce type de coopération, y compris en ligne, à travers des forums multilingues ou des projets éducatifs transfrontaliers. Quatrième levier, influencer les choix politiques. Le vote, la mobilisation citoyenne, l'engagement dans les associations ou sur les réseaux numériques permettent de peser sur les décisions nationales et européennes. Même face à des enjeux complexes ou lointains, le collectif reste une force capable de déplacer des lignes. Les mobilisations contre la loi sur les médias en Pologne ou en faveur de l'indépendance de la justice ont déjà montré que la société peut infléchir le cours des événements. Enfin, il faut regarder loin, au-delà des urgences. Investir dans une éducation de qualité, renforcer la résilience numérique et miser sur la coopération régionale, c'est préparer un avenir plus stable et moins vulnérable aux chocs extérieurs. L'exemple des États baltes, qui ont fait de la cybersécurité une priorité après 2007, prouve qu'une anticipation collective peut limiter les dégâts d'une crise future. Agir, c'est défendre sa liberté et celle de la génération suivante. Renoncer, c'est accepter que d'autres écrivent notre destin à notre place. C'est aussi risquer de voir nos sociétés se refermer, les ponts se couper et l'Europe redevenir un assemblage de forteresses méfiantes. Mais à quoi ressemblent concrètement ces initiatives sur le terrain ? Regardons comment certains acteurs s'organisent donc déjà pour reprendre la main. À Kharkiv, des enseignants réinventent l'école à distance pour maintenir le lien avec les enfants réfugiés à l'étranger. À Varsovie, des collectifs de citoyens surveillent les infrastructures critiques et signalent les mouvements suspects grâce à des applications dédiées. En Estonie, des hackathons réunissent des jeunes de toute l'Europe de l'Est pour développer des outils de défense contre la désinformation. Dans ce climat explosif, comment refuser de n'être qu'un simple spectateur ? Chaque jour, l'Est de l'Europe s'enfonce un peu plus dans l'incertitude. Crise démographique en Ukraine, tensions militaires, lutte d'influence, pression internationale, tout se mêle et bouleverse le destin de millions de vies. Le choix appartient à chacun, céder à la peur ou s'engager, même modestement, pour peser sur l'avenir. Il serait facile de détourner le regard, de croire que ces turbulences nous sont étrangères. Pourtant, ces enjeux façonnent la stabilité de notre continent, la sécurité de nos proches et la liberté d'expression dont nous jouissons. Les crises du passé, qu'elles aient été économiques, migratoires ou politiques, ont toujours montré que l'indifférence n'est jamais une solution. S'impliquer aujourd'hui, c'est peser sur ce qui sera l'Europe demain. Se taire, c'est accepter d'être des figurants alors que l'histoire s'accélère. Et si chaque voix, la vôtre, avait le pouvoir de changer le cours de cette crise,
comme en 2004 lors des révolutions de couleur où des citoyens anonymes ont fait basculer leur pays, l'instant décisif pourrait être pour bientôt. La Pologne choisira-t-elle l'isolement ou la solidarité? L'Ukraine tiendra-t-elle face aux pressions pour un accord contesté? Les débats sur la souveraineté sont-ils la menace ultime ou une chance de réinventer l'Europe? Face à l'incertitude, rester indifférent n'est plus possible. Le vrai danger serait d'abandonner à d'autres le soin d'écrire notre avenir. L'histoire n'attend pas, elle s'écrit maintenant à l'est de l'Europe.